tout le monde, je vous souhaite une excellente année 2019. Voici enfin ma vidéo du bilan 2018 de mes lectures. Alors ça risque d'être une vidéo assez longue parce que je vais la faire en deux, même trois parties en fait. Je vais faire mon top et mon flop pour 2018, c'est-à-dire les sorties en fait 2018 très précisément. Parce que c'est quand même le plus intéressant, hein, c'est de savoir donc quels sont les livres de l'année, hein, que j'ai aimé ou pas. Et puis je ferai ensuite mon top et flop des livres de mes lectures 2018 qui ne sont pas sortis en 2018. Mais avant tout, avant de commencer, donc pour maintenir un peu le suspense, je vais vous faire la liste des livres que je n'ai pas lus en 2018, non, vous inquiétez pas. Je précise, il s'agit des livres que j'aurais dû lire par rapport à mes goûts, par rapport au fait que ce sont des auteurs que j'apprécie. Voilà, donc les livres sortis en 2018 que j'aurais dû lire et que je n'ai pas lus. Parce que comme ça, au moins, ça fera un top, ça fera un bilan exhaustif. C'est-à-dire que, bon, bah voilà, vous saurez très bien que si je n'ai pas mis tel livre qui est super plébiscité dans mon top, c'est parce que je ne l'ai pas lu. Donc voilà, tout simplement. Et si un livre n'apparaît pas dans cette vidéo, et ben c'est soit que c'était un livre pas plébiscité, soit un livre qui fait tout simplement pas partie de mon top et de mon top. Alors en 2018, j'ai lu en tout 166 livres, dont 47 sortis cette année-là. Donc on va faire par ordre chronologique de sortie. Je n'ai pas lu Jake de Brian Reardon parce que je n'en ai pas eu l'occasion. Je n'ai pas lu Dark Web de Dean Koontz parce que, alors bien que ce soit un auteur que j'adore, il avait des mauvaises critiques. Je n'ai pas lu Emma dans la nuit de Wendy Walker, c'est pas faute d'avoir essayé, malheureusement à cause d'un petit bug technique d'Orange, je n'ai pas pu avoir mon livre audio. Je n'ai pas lu Nous les filles de nulle part d'Amy Reed, voilà, par manque d'occasion également. Je n'ai pas lu 1000 petits riens de Jodi Picoult parce que j'ai eu des mauvais retours, voilà, comme quoi c'était finalement sous couvert de lutte contre le racisme, ça véhiculait malheureusement des clichés racistes. Je n'ai pas lu Passager 23 de Sébastien Fitzek, je voulais le lire et puis bon, à chaque fois j'ai repoussé, mais j'ai prévu de le lire en 2019. Je n'ai pas lu Boréal de Sonia Delzongle. Les critiques que j'ai lues m'ont fait dire que je n'allais pas aimer. J'avais déjà eu du mal avec Quand la neige danse. Donc là, ça risque d'être compliqué. Donc je ne lirai pas, je pense. Je n'ai pas lu Possession de Paul Tremblay parce que les critiques étaient trop en dents de scie. Je n'ai pas lu Power de Michael Mention. Je sais pas, il me tentait pas, alors que bon, pourtant tout le monde en dit du bien, mais peut-être parce que c'est écrit par un blanc, j'en sais rien. Cela dit, bon voilà, on m'en dit tellement de bien que je pense me le caler pour 2019, on verra. Je n'ai pas lu The Hate You Give de Angie Thomas, pareil sur le racisme, bon bah là c'est juste, je ne l'ai pas. Je n'ai pas lu Sœur de Bernard Minier parce que je voulais lire Nuit avant, j'avais toujours pas lu Nuit, donc je voulais lire dans l'ordre. Seulement Nuit, vous allez le voir, hein, ça a été très positif. Du coup, j'ai toujours pas lu Sœur. Je n'ai pas lu le manuscrit inachevé de Franck Tillier parce que je sais pas, ça me tentait pas de ouf. Voilà, peut-être plus tard, on verra. Je n'ai pas lu La Nuit de l'ogre de Patrick Bowen, bien que j'ai lu Le Jour du chien, donc La Nuit de l'ogre est la suite directe, bon, pareil, manque d'occasion. Je n'ai pas lu Une fille facile de Louise O'Neill, et pourtant il me tente beaucoup, mais j'ai pas réussi à me le procurer d'occasion. Franchement, c'est vraiment un livre que je veux absolument avoir, donc j'ai très hâte de le trouver. Je n'ai pas lu Sans famille, le dernier Michel Bussy, bon, il ne tentait pas des masses. Je n'ai pas lu Les Hordes invisibles de Louise May, qui est la suite de Ravagé, que j'avais adoré, qui était très féministe, et il faut absolument que je lise Les Hordes invisibles. Je n'ai pas lu 30 secondes avant de mourir de Sébastien Théveny, pour l'instant j'ai lu que son premier, bon voilà, je verrai pour plus tard. Je n'ai pas lu Maudite de Denisotte, même si je lui avais dit que je le lirais. J'ai un peu peur en fait que ce soit une surenchère de violence, je vous en
parlerai, enfin je vous parlerai un peu de ce thème un peu plus tard, mais voilà, mais je compte quand même le lire, mais voilà, je suis un peu frileuse. Je l'ai pas lu Au fond de l'eau de Paula Hawkins, je sais pas pourquoi, il me tente pas celui-là, alors que j'ai adoré La fille du train, et tout le monde me dit qu'Au fond de l'eau c'est génial, mais je sais pas, je sais pas de ouf. Bon, on verra plus tard. Je n'ai pas lu La maison des guidés, tome 2, d'Ariel Sauté, j'ai très hâte de me le procurer, parce que j'ai adoré le 1. Je n'ai pas lu Les heures rouges de Lady Dumas, alors là j'ai aucune excuse, j'étais juste prise par tous les challenges et enfin, je sais pas, j'aurais dû le lire, mais je vais le lire. Je n'ai pas lu Sorcière de Mona Chollet, c'est un grand tort aussi. Je n'ai pas lu Arcane Médicis de Samuel Delage, alors que je vous en avais parlé, j'avais hâte de le lire, et puis finalement, non, mais ce n'est qu'à partie remise. Je n'ai pas lu La boîte de Pandore de Bernard Werber. Pareil, alors je m'étais dit c'est soit ça en décembre, soit ça, soit le dernier Le Gardinier, j'aurais mieux fait de choisir le Werber. Bon. Je n'ai pas lu L'Égaré de Donato Carisi, j'hésitais à lire le deuxième après Le Chuchoteur, finalement je pense que je vais zapper, je vais passer directement à L'Égaré. Je n'ai pas lu Inexorable de Claire Favant, les critiques m'en ont un peu dégoûté, bon en même temps de base le synopsis me tentait pas des masses, voilà. Je n'ai pas lu Le Signal de Maxime Chatham, mais je l'achèterai très certainement au Quai du Polar, puisque l'auteur y sera, donc ce sera l'occasion. Voilà, donc je vais passer à mon top 2018, mon top des sorties 2018, donc pareil, hein, par ordre chronologique, donc c'est pas un vrai top dans le sens où c'est pas du meilleur au moins bon ou inversement, c'est juste, voilà, c'est juste mes meilleures lectures de 2018 parmi les sorties de cette année. Je commence avec Défaillance de B.A. Paris, voilà, vous savez, si vous me suivez, que j'ai adoré les 2 livres de cette autrice, et Défaillance particulièrement, voilà, c'est tout ce que j'aime dans un thriller psychologique, c'est-à-dire que non seulement ça nous met dans une angoisse pour l'héroïne, non seulement ça nous maltraite le cerveau, ça nous... Voilà, on sait plus qui a raison, qui a tort, qu'est-ce qui se passe, voilà. Mais en plus, tout se goupille parfaitement et tout est cohérent. Voilà, je sais pas si simple que ça. Donc bravo à cette autrice. Moi, c'est vraiment voilà ce que j'adore. Moi, c'est une lecture doudou pour moi. C'est vraiment, j'adore ce genre de lecture quand c'est bien fait, bien évidemment. Ensuite, alors là, franchement, je pense que c'est vraiment non seulement c'est une de mes meilleures lectures de l'année, mais surtout, j'ai trouvé que c'était assez original et je suis vraiment ravie parce que c'est un livre que j'ai découvert totalement par hasard. Il s'agit de Le mal en soi d'Antonio Lanzetta. Antonio Lanzetta, c'est un auteur que j'ai rencontré au Quai du Polar, donc de 2018. Je ne connaissais mais absolument pas cet auteur, ni de nom, ni rien du tout. Seulement, déjà, il paraissait très sympathique. Et en plus, le livre, voilà, bon, j'ai vu déjà évidemment le Stephen King italien, et puis voilà, j'ai lu le synopsis, ça m'a bien plu. Et en fait, voilà, donc j'ai discuté avec l'auteur et effectivement, il était absolument adorable, quoi, vraiment très drôle aussi, franchement. Et d'ailleurs, je l'ai donc en contact sur Facebook, sur Instagram et tout ça, et franchement, il commente, il est vraiment hyper accessible. Bon, bref, passons sur l'auteur, revenons au livre puisque c'est le plus important. Alors, on pourrait dire il n'y a rien à voir avec Stephen King. Si, parce que ça fait un peu penser à ça en fait. Ce sont donc un groupe d'amis en fait qui faisaient le 400 coups ensemble, dont une fille. Et puis il arrive un drame et 30 ans après, donc c'est 30 ans, c'est ça je crois. Ils sont adultes, ils se retrouvent et il va y avoir un autre drame et ça va les ramener donc à leur passé. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup penser à ça, mais ce n'est pas fantastique, c'est du pur thriller.
Il y a un côté très voilà thriller rural dans un petit village, etc. où tout le monde se connaît, secret de famille, tout ça. Moi j'aime bien ces ambiances. Du coup ouais, très bonne lecture que je vous recommande chaudement. Ensuite, bon bah on ne présente plus, vous en avez beaucoup entendu parler, il a été plébiscité, il a été également beaucoup critiqué négativement et notamment par des gens qui ne comprenaient pas pourquoi il avait autant de succès, et je peux comprendre parce que c'est pas forcément accessible pour tout le monde, c'est quand même assez particulier. Il s'agit de My Absolute Darling de Gabriel Talent, et ce qui est drôle c'est que j'ai également rencontré l'auteur du polar, sauf que là j'en avais entendu parler, du coup bah, je me suis jetée dessus, et je regrette pas parce que ben oui, alors c'est hyper glauque, hein. J'avoue qu'au début j'avais beaucoup de mal à rentrer dedans, et puis après ça s'est débloqué, et là j'étais vraiment à fond, mais voilà, enfin, ce qui arrive à cette héroïne, c'est ouais, c'est assez dur. Et je comprends qu'il y ait des gens, franchement là pour le coup, je comprends qu'il y ait des gens qui aient pas aimé. C'est voilà, on n'accroche pas. Après, on se doit quand même de reconnaître que l'écriture est superbe. Voilà, Gabriel Talent porte bien son nom parce qu'il a vraiment du talent pour un premier roman. C'est fabuleux, et j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il va nous sortir ensuite. Après, alors j'ai fait une vidéo dessus, hein, voilà, ça a été un de mes plus gros coups de cœur de l'année. Je sais que bon, voilà, alors pour le coup, il n'est pas hyper connu, quand même un peu dans le milieu du thriller, mais je pense que vraiment ce roman gagnerait à être lu par le plus grand nombre. Il s'agit de Complot de Nicolas Beuglet. Alors, bien sûr, hein, il faut quand même aimer le thriller, a fortiori le thriller ésotérique, d'aventure, mais il y a un message tellement féministe, mais c'est... Franchement, ça m'a scié déjà parce que c'est un homme qui l'a écrit, et puis ensuite parce que c'est un thriller, c'est quand même pas dans les thrillers qu'on trouve les messages les plus féministes, il faut bien le dire, et puis en plus parce que j'ai jamais vu quelqu'un aller aussi loin, en dehors bien sûr de livres profondément féministes comme King Kong Theory, ou Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. Là vraiment, je trouve que voilà, Nicolas Beuglet, il nous a sorti des théories, des explications scientifiques, historiques. Il nous a expliqué ce qu'était le masculinisme. Enfin, il a tout dit. Franchement, en peu de temps, en un livre. Mais en plus, il y a vraiment une histoire derrière, hein, qui tient la route. C'est vraiment un thriller. Il y a du suspense. Il y a de l'aventure. Franchement, on le dévore ce livre. Donc, que demander de mieux? Pour une fan comme moi de thriller et en plus féministe, franchement, voilà, pour moi c'était le thriller parfait, tout simplement. Ensuite, alors j'ai lu une bonne surprise parce que vraiment je m'attendais absolument pas à ça. J'en avais juste entendu parler comme ça, je connaissais le synopsis, mais j'ai eu la surprise de découvrir le style de l'autrice. Il s'agit de Mad de Chloé Esposito. En fait, c'est simple, ce n'est pas qu'un thriller, en plus c'est hyper drôle, voilà, c'est humoristique, et puis ça c'est trash, hein, franchement, moi je m'attendais à un thriller, j'ai envie de dire un thriller de bonne femme, enfin, voilà, un truc un peu girly, on va dire, hein, vu de la couverture et du thème. Mais non, franchement, c'est ouais, c'est assez violent. Et ouais, il y a un côté tarantinesque en fait, hein, dans ce livre, au niveau des dialogues, au niveau de l'action, vraiment, je me suis laissée porter, j'ai vraiment adoré ce thriller, et j'ai très hâte d'avoir la suite, hein, puisqu'il s'agit du premier tome d'une trilogie.
Mais franchement, ça m'a bluffé. Je suis vraiment contente de cette découverte et je vous le recommande vraiment. Dans un tout autre style, j'ai lu La petite fille sur la banquise d'Adélaïde Dupont, qui m'a été recommandée et prêtée. Je ne connaissais pas du tout ni le livre ni l'autrice et vraiment c'est waouh, ça m'a retourné. Et là pour le coup oui, c'est vraiment un livre à mettre entre toutes les mains parce que c'est au niveau de la culture du viol, ben, on apprend tout en fait, tout simplement. Tout est très bien expliqué. Alors c'est une histoire de pédophilie hein, au départ. La victime, donc c'est une autobiographie. Hein, la victime, c'est l'autrice, tout simplement, qui raconte ce qu'elle a subi étant enfant, et surtout qui raconte toute sa vie suite à ce viol, comment elle a essayé de se reconstruire, comment comment ça s'est passé avec la justice, hein, parce que évidemment il y a eu des plaintes, et pas que pas qu'à son niveau, mais aussi de la part d'autres victimes, parce que le violeur a fait beaucoup d'autres victimes, et malgré tout, ça n'a pas été aussi simple auprès de la justice, comme quoi, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le fait de elle était habillée comme ci, machin, là c'était une gamine. Il y a eu énormément de plaintes, il n'y avait aucun doute à avoir sur l'identité du violeur, et pourtant, eh ben, ça n'a pas été aussi simple de le condamner. Il y a aussi, voilà, tout, évidemment, ce qui est très important dans le livre, c'est la mémoire traumatique, comment elle fonctionne, parce que la victime ne va pas se souvenir tout de suite de tout ce qui s'est passé, ça va prendre du temps. Et voilà, et puis la reconstruction, psychologue, psychiatre, et puis des tas de thérapies diverses, les conséquences bien sûr sur sa vie sexuelle, sur sa vie d'une façon générale, des troubles alimentaires qui vont s'en suivre. Enfin voilà, c'est tout, il y a tout dans ce livre et voilà, c'est parfait. Ça, c'est un livre sur le viol, sur la culture du viol, sur la victimologie, sur plein de choses. C'est très 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 important. Ensuite, voilà, le hasard a voulu que je reste un peu dans le même thème, puisque j'ai lu Le Malheur du Bas d'Inès Bayard. Je ne savais pas du tout de quoi parlait ce livre, non pas avant de le lire, hein, mais avant de le lire, mais c'est quand j'ai appris de quoi il parlait que je l'ai lu en fait. Et alors là, on est quand même bien sûr dans quelque chose de beaucoup plus romancé. On est en plus, la victime est très très bobo, hein, on est dans un milieu bobo, mais c'est d'autant plus intéressant de voir que on peut être voilà, une femme mariée, assez aisée, etc. et malgré tout subir un viol. Et j'ai trouvé que le traitement était intéressant. Alors je ne vais pas revenir hein, sur l'accusation de plagiat qu'a subi ce livre, plagiat de Je me suis dit de mon niveau, parce que je vais en parler, enfin j'en ai déjà parlé en fait, et j'ai tourné une vidéo à ce sujet, mais voilà, je la posterai plus tard. Mais pour moi, c'est clairement, enfin, les accusations n'ont pas lieu d'être. Ensuite, toujours dans le côté dramatique, j'ai lu La vraie vie d'Adeline Dieudonné. Alors là, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. J'ai vu donc l'autrice dans une émission télé, elle m'a beaucoup intéressée et du coup j'étais assez curieuse de lire son livre. Et waouh, du coup je fais partie en fait des personnes qui l'ont lu à peu près au début, avant qu'il soit super plébiscité. Et donc voilà, c'est bien parce que je n'en attendais rien de particulier, donc je n'ai pas été déçue, et non seulement je n'ai pas été déçue, mais ça a été un gros coup de cœur, parce que c'est à la fois dur et à la fois il y a de l'humour noir, il y a pas mal de, voilà, c'est une critique de pas mal de choses, que ce soit donc des pères violents,
et puis comment dire, voilà, de l'innocence perdue des enfants, on va dire. Et franchement, pour moi, en fait, c'est un peu une fable, ce livre. C'est un peu, voilà, une espèce de conte comme ça, mais très dur, mais comme le sont normalement les contes. Parce que voilà, cette gamine qui veut à tout prix sauver son frère, qui va même faire une machine à remonter, vouloir faire une machine à remonter le temps, etc. Enfin oui, il y a un côté poétique, et tout en étant hyper réaliste, hyper dur. Avec voilà ce fond, parce que dans les contes c'est ça, hein, c'est voilà des orphelins ou des enfants qui sont maltraités par leurs parents. Ben là c'est un peu pareil. Donc oui, pour moi ça s'apparente à un conte moderne, et la fin est magnifique. Voilà, on ne pouvait pas attendre autre chose en fait. Hein, c'est une fin comme c'est la fin parfaite. Ensuite j'ai lu alors un livre que j'avais peur de lire en fait, parce que c'est un thème assez très délicat. Il s'agit d'Enfermé de Jacques Saussé. Pourquoi c'est un thème délicat? Parce qu'il traite de la transidentité, et moi j'avais vraiment peur qu'on retrouve des clichés, voilà, que finalement ça porte plus préjudice en fait aux personnes transgenres que l'inverse. Mais force est de constater que non, je trouve que l'auteur s'est vraiment bien renseigné. Alors il a écrit ce livre parce que sa nièce est transgenre, et franchement oui, vraiment, on voit qu'il a potassé la question. Après bon, je suis pas concernée, donc c'est pas à moi de dire si c'est parfait ou pas, mais en tout cas, à mon sens, je trouve que ça reste, il n'y a pas peut-être 2-3 petites maladresses au début, mais surtout sur des clichés de genre. Mais par contre, au niveau de la transidentité, voilà, je trouve que c'est assez bien géré. Oui, on voit bien les drames auxquels sont confrontées les personnes transgenres, de la transphobie, hein, tout simplement. Bon, alors évidemment, hein, c'est un thriller, ouais, roman noir thriller. Donc bien sûr, hein, il y a la prison, les viols en prison, etc. Donc ça va quand même loin dans le thème, mais voilà, mais c'est la réalité, malheureusement, c'est comme ça. Donc c'est mon premier Jacques Saussé, et j'en lirai certainement d'autres, parce que j'ai beaucoup aimé celui-ci, j'ai beaucoup aimé sa plume. Et enfin, le dernier de ma liste, j'en ai mis 10, hein, franchement, je l'ai lu pour le Black November, et vraiment, je l'ai dévoré, alors qu'il fait 800 pages. Sur liseuse, il en fait 500 et quelques, mais je crois qu'il en fait 800 pages en format papier. Il s'agit d'Elena de Jérémy Fell. Franchement, je sais pas quoi dire. C'est dingue la capacité de l'auteur à passer d'une scène hyper trash et violente à quelque chose de très léger, voilà, l'histoire d'adolescent, tout ça. Mais je vous en avais déjà parlé en vidéo, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Le fait est que voilà, ça se dévore. Tout y est pour un thriller. Voilà, Jérémy Fell a très bien fait le job. Et ça me donne envie de lire son premier, du coup, donc je me le calerai certainement, surtout que l'auteur sera présent au Quai du Polar 2019, donc ça sera l'occasion d'en parler. Voilà, donc c'était une excellente surprise, une excellente découverte, en tout cas, pour cette année. On va passer à mes flops de 2018. Alors là, ça va pas être la même chose. Alors j'ai commencé mon top par un thriller psychologique où je vous ai dit c'est tout ce qu'il faut faire dans un thriller psychologique. Et là je commence mon flop avec un thriller psychologique qui regroupe tout ce qu'il ne faut pas faire dans un thriller psychologique. Il s'agit de Sauf d'Hervé Comer. Alors j'avais entendu du bien de cet auteur, donc moi c'était mon premier Hervé Comer, et je vais pas dire que ça sera mon dernier parce qu'on peut pas juger
un auteur sur un livre, mais c'est vrai que ça me donne pas envie d'en lire d'autres. Parce que, franchement, vraiment, je suis désolée, mais c'est un peu catastrophique. Y a rien qui est cohérent là-dedans, absolument rien, c'est sans queue ni tête, c'est totalement rocambolesque, ça part dans tous les sens, y a plein de choses qui sont pas expliquées à la fin, ça frise le ridicule. Moi franchement non, je peux pas lire un thriller comme ça. J'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Heureusement qu'il était court, hein, parce que franchement, voilà, je l'avais lu en lecture commune et on a tous été d'accord sur ce point-là. C'est trop rocambolesque et c'est dommage. Et ça gâche tout. Parce que l'intérêt du thriller psychologique, c'est qu'à la fin, tout s'emboîte, quoi. Alors, je sais même plus exactement l'histoire. Je crois que c'est un homme qui trouve des photos d'une maison, mais ça correspond pas à la maison. Voilà, je me souviens même plus exactement, mais c'était totalement ridicule. Ensuite, le deuxième de mon flop, il s'agit de Jalouse de Mathieu Biasotto. Alors, c'était mon premier Biasotto. Moi, je pensais que c'était un auteur de thriller. Du coup, quand j'ai vu le synopsis, voilà, l'histoire d'une femme jalouse, en fait, je me suis dit, ouais, voilà, ça avait l'air intéressant et je m'attendais à me plonger dans un thriller sur la jalousie. Et pas du tout. Comment dire, c'était pas un thriller, c'était une romance. En fait, voilà, une romance avec une nana qui est ultra jalouse et a raison parce qu'en plus mais c'est pas tant la déception parce que bon après tout voilà, c'est une romance, c'est pas un thriller, c'est pas la mort ça, mais le problème c'est que c'est pas terrible en fait. Je trouve que tout est fait pour que la nana, l'héroïne, passe pour une hystérique, voilà, une cinglée totale parce que elle est complètement bouffée par sa jalousie au point d'inventer des stratagèmes pour découvrir la vérité, machin truc. Le truc c'est que en fait elle a raison. Elle a pas raison d'aller jusque là, c'est pas ça, mais je veux dire c'est normal qu'elle soit qu'elle ait peur parce que son compagnon, son mari, je sais plus, c'est son compagnon, l'a déjà trompée par le passé. Et a tendance, voilà, justement, à être un cœur, on va dire. Du coup, oui, forcément. Et on dirait que tout est fait pour dire que le compagnon est gentil et il est méchant. Après, voilà. Et puis bon, en fait, il y a rien de tout dans ce livre. Une histoire complètement banale, donc passons. Le troisième de ce flop, je vous rappelle que c'est par ordre chronologique de lecture. Hein. Alors, je l'ai pas mis parce que c'est un mauvais livre. Ça n'a même pas été une mauvaise lecture en soi. Je l'ai mis parce que, c'est le genre de thème que je n'aime plus voir en fait. Si je l'avais lu peut-être, voilà, il y a 2 ans, ça se trouve, voilà, j'aurais kiffé, ça aurait été dans mon top et tout. Et là. C'est trop éculé et ça ne m'apporte rien. Il s'agit de La chambre de lactation de Frédéric Soulier. Alors c'est ce que j'appelle, je vous l'ai déjà dit, du torture porn, voilà, parce que il y a... C'est une surenchère dans la violence, voilà. En fait, c'est de la torture, hein, c'est deux gars qui sont séquestrés, qui sont torturés par une femme, et voilà. C'est tout. Donc c'est cool à lire en fait parce que oui, on a un côté un peu voyeuriste, on aime les trucs trash et tout, donc là c'est bien. Mais à part ça, y a rien. Enfin, y a pas de message, y a pas de réelle explication, on va dire. Voilà, donc oui, ça se lit très bien. Je l'ai lu très vite, j'ai bien aimé, mais j'en retire rien et j'en ai marre en fait parce que j'ai l'impression que maintenant tous les auteurs font ça. Alors pareil, vous verrez ça dans ma vidéo sur les livres politiques, mais j'ai l'impression que c'est la mode de faire de la violence pour la violence, un peu comme les films, voilà, les films Saw. Au bout d'un moment c'est toujours pareil, on essaye d'imaginer jusqu'où va le plus aller la violence et c'est un peu ça, voilà, c'est qui fera le plus trash pour faire du trash.
bah moi ça m'apporte rien. Si encore il y a un message derrière, je veux bien, mais là non. Dans un tout autre style, j'ai lu Armada d'Ernest Cline. Alors oui, c'est incroyable que ce soit dans mon flop, étant donné que j'ai surkiffé Ready Player One. Mais Armada, le thème est complètement différent. Là, on va vraiment être dans des combats contre les extraterrestres. Hein. Et le problème, c'est que pour moi, il y a que ça. Alors oui, là, je vais pas dire que y a pas de message et tout ça. C'est Ernest Cline, hein, évidemment, il y a de la profondeur, il y a voilà la relation père-fils, etc. Il y a plein de choses dans ce livre, mais moi, personnellement, voilà, pour moi c'est pas un mauvais livre, c'est juste que ça ne me touche pas. C'est pas un thème qui me plaît, je suis pas fan des combats contre les extraterrestres. Voilà, je me suis fait je me suis vraiment ennuyée en le lisant, donc j'étais profondément déçue. En plus, j'avais tellement aimé Ready Player One. Voilà, mais après ça, je ne vous le déconseille pas parce que je pense que si vous aimez la SF au niveau, voilà, les aliens, etc., les grandes quêtes comme ça, enfin, c'est pas une, oui, si, c'est une quête, enfin, on va dire que c'est la protection de la Terre contre les aliens, mettez-vous dessus, hein, mais moi c'est pas. Alors après, le livre suivant, c'est pas un roman, c'est plutôt un genre de livre de développement personnel, même si on va pas aller jusque là, c'est humoristique. Je l'ai acheté à la Comédie du Livre parce que les autrices étaient présentes et que je suis assez fan de Lindell, qui est humoriste sur France Inter. Et il s'agit de Améliore ta vie pourrie de Nicole Ferroni et de Sandra Colombo. Le problème, c'est que voilà, je l'ai lu cet été à la plage, hein, parce que ça s'y prêtait bien, mais franchement, ça enfonce des portes ouvertes. C'est bien d'être écolo, c'est bien. Alors, il y a quand même des passages un peu féministes qui m'ont fait plaisir, mais voilà, c'est quand même plein de clichés. Franchement, ça m'a absolument rien appris pour le coup. Et voilà, et puis c'était pas hyper drôle, ouais, il y avait quelques dessins sympas, marrants, mais sans plus, donc voilà, ça va que j'ai eu une petite dédicace, voilà, hein, des autrices, donc ça c'est cool, mais sinon, et puis elles étaient très cool, hein, franchement, j'ai bien rigolé avec elles, c'était sympa, elles étaient des photos rigolotes, mais bon, le livre, bon voilà, c'est... Et puis alors, pour revenir dans le thriller psychologique qui ne tient pas la route, j'ai lu pour la rentrée littéraire Evie de K.L. Slater. Voilà, il y a tout ce que j'aime pas dans un thriller psychologique. Alors c'est hyper dommage parce que franchement j'étais hypée, j'étais dans ma lecture, j'avoue que pendant une bonne partie du livre j'étais à fond dedans. Parce que oui, il y a des rebondissements intéressants, il y a un moment, un twist que j'ai adoré. J'ai trouvé ça hyper bien trouvé. Et puis tout s'est écroulé à la fin parce que il n'y a rien qui est expliqué correctement, ça n'a pas de sens, c'est complètement tiré par les cheveux. Voilà, déception et passe quoi. Et puis un livre que j'attendais beaucoup, le synopsis me plaisait pas mal. Pareil pour la rentrée littéraire, c'est L'assassin de ma sœur de Flynn Berry et malheureusement c'était d'un ennui mortel et pourtant il est court le livre, hein, mais alors qu'est-ce que je me suis fait chier, mais il se passe rien dans ce livre. La nana qui est censée donc enquêter sur le meurtre de sa sœur quand même, elle se perd en tergiversations diverses sur sa vie amoureuse, sur d'autres trucs, enfin on s'en fout quoi, il y a du nature writing hein, dedans, donc c'est bien, les descriptions de la nature c'est super, mais on s'en fout aussi, enfin c'est pas ce qu'on attend dans un thriller avec enquête. L'enquête elle avance absolument pas, le flic qui enquête là-dessus, ça sert à rien j'ai l'impression. Et en fait, au final on a le dénouement, mais d'un coup comme ça, là, hop, c'était à cause de ça, d'accord. Bon, alors c'est pas mal hein, comme explication, pour le coup c'est réaliste, ça je dis pas le contraire, mais ça tombe comme un cheveu sur la soupe, et c'est pas original, et voilà.
Encore une fin que j'ai détestée parce que revu 15 milliards de fois et puis tellement mais facile. C'est Je sens grandir ma peur de Ian Reid. Bon bah évidemment je vais pas vous spoiler la fin, mais voilà, pareil, j'étais dans ma lecture, c'était sympa, c'était assez court, hein, c'est une nouvelle d'ailleurs, de la fin. Enfin, mais c'est tellement facile, et là tu te dis, mais tout ça pour ça, mais super, bah moi aussi, hein, je peux faire un super thriller, et hop, je mets cette fin là, et ça explique tout, voilà. Ça y est, ok. Bah, non. Non, c'est non. Ensuite, alors, pas un mauvais bouquin, mais une lecture bof, c'est L'Appât de Daniel Cole. Alors, je pense que, donc voilà, c'est l'auteur de Ragdoll, je sais que beaucoup de gens n'ont pas aimé Ragdoll. Moi, j'avais bien aimé, à part la fin, qui était, c'est vrai, complètement what the fuck. Et L'Appât, alors il y a des choses que j'ai bien aimées dedans, mais dans l'ensemble, je me suis un peu ennuyée, voilà. Bon, ça casse pas des briques. C'est surtout ça, en fait. Vraiment, je me suis ennuyée. Voilà, l'enquête... j'ai rien à dire parce que c'était bof. Et enfin, et ben voilà, last but not least, je vous en ai parlé dans une vidéo très récente. Il s'agit de J'ai encore menti de Gilles Le Garnier. Alors je vais pas revenir dessus, hein, vous pouvez voir ma vidéo. Mais c'était nul à chier, je suis désolée, mais franchement, un auteur quand même aussi connu et aussi prolifique au niveau des livres, je comprends pas que ça puisse être autant au ras des pâquerettes, mais dans tous les sens du terme, quoi. Il y a rien de bien dans ce livre, je suis désolée, il y en a peut-être qui vont aimer, et heureusement pour l'auteur, et j'ai envie de dire, c'est un peu normal aussi, que tous les goûts sont dans la nature, mais moi, non, quoi, franchement, c'est ridicule, j'ai eu l'impression de lire un mauvais livre pour enfants, quoi. Je peux pas, voilà, donc cet auteur, pour moi, c'est fini, parce que en plus il a des idées nauséabondes, donc voilà, c'est tout. Je passe donc à mes coups de cœur au niveau donc des sorties avant 2018. Hein, je commence par mon autrice chouchou, hein, puisque donc j'ai commencé à la lire en 2016 ou 17, je sais plus. Non, ça va être le début 2017, et j'ai donc noté, hein, j'en ai plusieurs, c'est en 2018 aussi, mais j'ai noté mon préféré et le préféré de quasiment tous les gens qui aiment Camilla Lackberg, puisqu'il s'agit de cette autrice, c'est L'Enfant allemand. Parce que voilà, on évoque la Seconde Guerre mondiale, on a une histoire de famille. Alors c'est vrai qu'elle aime bien mettre des histoires et des secrets de famille dans ses romans, mais là on est vraiment parti voilà dans une époque intéressante. Voilà ce que j'aime bien avec Camilla Lackberg. Enfin non, c'est pas la seule chose que j'aime bien. Il y a plein de choses que j'aime bien, je vous en ai déjà parlé. Une chose que je vous avais pas dite en revanche, c'est que à chaque fois il y a toujours un récit présent et un récit passé, et on ne sait jamais quel est le rapport entre les deux. Il faut attendre vraiment là à toute fin ou presque du roman pour découvrir quel est le lien entre les deux histoires parallèles, et je trouve ça absolument génial parce que oui, voilà, ça maintient le suspense, et voilà, donc comme d'habitude, je vous recommande cette autrice. Ensuite, j'ai découvert une autrice évidemment mondialement et historiquement connue, que je n'avais jamais lue, parce que j'avais un peu peur que ce soit à la fois cucul la praline et à la fois ennuyeux. Et en fait, pas du tout, mais tellement pas du tout. C'est Jane Austen, voilà, que j'ai découverte avec Raison et Sentiment, et dont j'ai lu également Orgueil et Préjugés cette année. Et franchement, mais j'ai tellement adoré, c'est tellement drôle, et voilà, oui, c'est une critique de la société de l'époque. C'est très sarcastique.
Et voilà, il y a plein d'histoires, oui, d'amour, de trahison, c'est assez léger hein, quand même, mais en même temps, voilà, il y a quand même un fond, il y a des messages, c'est assez féministe pour l'époque aussi, il faut bien dire, les personnages, les héroïnes ont des personnalités très marquées, elle se laisse pas marcher sur les pieds, voilà, et franchement, j'adore et j'en dirai d'autres d'elle, je suis vraiment contente d'avoir découverte, dommage que je l'ai découverte sur le tard, mais c'est comme ça. Et heureusement que je me suis mis un coup de pied au cul pour la lire. Voilà. Ensuite, alors, une autrice que j'ai découverte aussi assez récemment, mais pas avec celui-ci, j'en avais vu d'autres avant, mais alors celui-là, ça a été mon petit coup de cœur. Il s'agit d'Ingrid Desjours avec Sa vie dans les yeux d'une poupée, alors une histoire de viol aussi, bon là on est dans un thriller quand même, et c'est dur, franchement c'est dur, c'est très marquant, c'est assez court, hein, mais ça se lit très vite, mais ouais, ça m'a profondément marqué et alors c'est pas forcément dire, ça met un peu les pieds dans le plat quand même, mais ouais, c'est un excellent thriller et j'aime beaucoup l'autrice et en plus elle a des idées très féministes. Je suis encore dans le féminisme, mais voilà, c'est comme ça, hein, et là, bah voilà, c'est mon. Pour l'instant, j'en ai lu 4 d'elle et voilà, j'ai pas fini, mais c'est celui-là mon préféré. Et puis, ben, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, évidemment, c'est le premier que j'ai lu de l'autrice, c'est Derrière les portes de Vieille Paris. J'étais bluffée parce que j'étais vraiment à fond dedans. Et c'était, vous savez, voilà, les livres que vous n'arrivez pas à quitter, c'est genre, purée, je le pose 5 minutes, non, il faut absolument que je lise la suite. Je me rappelle, j'étais au boulot, j'avais tellement envie de sortir du boulot pour lire la suite, parce que, voilà, quel suspense il y avait là-dedans. C'est une histoire de pervers narcissique, hein. On le sait dès le début, hein, je vous rassure. Dès le début, en fait, oui, c'est marrant parce que la narration est assez originale, en fait, c'est-à-dire que on a du passé présent, mais du passé proche, qui va peu à peu rejoindre le présent, et ensuite ça va continuer comme ça. Et du coup, donc le présent, en fait, on sait les choses, et le passé va raconter comment sont arrivées les choses, et puis ensuite, une fois que ça va se regrouper, et ben là, on va être avec l'héroïne pour savoir comment elle va se sortir de là, voilà, tout simplement. Et c'est génial parce que on a en fait pas deux points de vue différents, mais deux temporalités différentes, donc avec et ça fait deux récits différents en fait, c'est-à-dire un récit où l'héroïne donc sait que son mari est un pervers narcissique, je vous spoil pas, hein, c'est pas dès le début, sait que c'est un pervers narcissique. Et elle est prisonnière de cet homme et donc voilà, on ne sait pas comment elle va faire pour s'en sortir. Et en même temps, le moment où elle le rencontre et donc où elle ne sait rien de lui et comment elle va arriver à savoir que c'est un monstre en fait. Enfin, c'est un monstre. Non, le terme monstre ne convient pas. C'est un connard. Voilà, tout simplement. Et c'est franchement, vraiment très 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 bon, très 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 bon livre. Ensuite, une autrice aussi, oui, il y a beaucoup de femmes dans ce top, et tant mieux. C'est une autrice que j'ai rencontrée également. Il s'agit de Sandrine Colette, et en l'occurrence, celui que j'ai préféré, c'est 6 fourmis blanches. Il est tellement oppressant, ça c'est du bon thriller, franchement, c'est vraiment de l'excellent thriller. Pareil, il y a 2 récits en parallèle, a priori rien en commun, on sait pas comment, on sait qu'ils vont se rejoindre, mais on ne sait pas comment. Et on suit notamment donc des jeunes adultes en fait, hein, qui décident de faire une randonnée dans la montagne, et évidemment tout ne va pas se passer comme prévu, et voilà, et donc bah, oui, forcément on est en empathie avec eux, on est en angoisse.
Et l'originalité tient au fait de l'histoire qui se passe en parallèle, où on suit une espèce de... pas sorcier, mais c'est dans un village, voilà, et des croyances où il faut tuer des chèvres, les jeter de la montagne pour donner à bonne fortune, etc. Et donc là, on suit le gars qui est chargé de faire cette sale besogne. Voilà. Et donc voilà, et quand les deux histoires se rejoignent, c'est assez terrible. Donc je vous le conseille, 6 fourmis blanches de Sandrine Pollack. On retourne avec un autre pervers narcissique. Il s'agit d'Entrave d'Alexandra Coin, excellent thriller psychologique sur les pervers narcissiques aussi. Donc pareil, en angoisse avec le victime. Hein. Ça montre que en fait c'est vraiment pas simple, c'est même impossible, enfin quasiment impossible, en tout cas sans aide c'est impossible de se sortir de là. C'est tellement facile de dire mais pourquoi elle le quitte pas? La blague, voilà, vous allez voir pourquoi c'est pas si simple de quitter un homme comme ça. Il est très court mais Alexandra Coin dit tout dedans, donc bravo à cette autrice et pareil, une très belle découverte cette année 2018. Encore une femme, et oui, et encore du féminisme, j'adore. Il s'agit de Chimamanda Ngozi Adichie, que j'avais déjà lu, que j'avais adoré, donc avec Nous sommes tous féministes. Je déteste cette traduction, hein, c'est We should all be feminists. Et là, donc, elle nous a écrit un autre essai sur le féminisme, c'est Cher Ijewele, ou un manifeste pour une éducation féministe. En fait, l'histoire c'est simple. Une amie lui a demandé, une amie enceinte lui a demandé comment elle pouvait éduquer sa fille dans le féministe, tout simplement. Et Chimamanda Ngozi Adichie va lui répondre. Et donc on va avoir le livre en fait c'est 7 réponses en plus détaillées. 15 points, 15 façons d'éduquer son enfant de façon féministe. Donc ça marche autant pour les filles que pour les garçons d'ailleurs. Et surtout, on peut très bien le lire sans avoir d'enfant parce que ça marche sur tout le monde en fait. Ce sont des actes simples en fait, des façons d'agir, de réagir, de se comporter. Assez simples finalement, mais qui font que vous évitez d'avoir des biais sexistes tout simplement. Et de transmettre du sexisme finalement parce que on a beau dire oui c'est de l'humour etc, oui c'est pas bien grave, oui ce sont des enfants ou machin, mais non, chaque blague sexiste, chaque remarque sexiste en fait ça véhicule des idées mauvaises comme ça. Et là Chimamanda Ngozi Adichie explique très bien ça et bravo à elle parce que oui, c'est tout simple, c'est tout bête, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, c'est très court et tout est dit. Ensuite, alors cette fois c'est un homme, mais on reste dans le féminisme. Il s'agit de 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig. Donc Stefan Zweig, pareil, je l'ai découvert récemment avec Le joueur d'échecs, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et là, je découvre qu'en plus c'est un grand féministe, et oui, parce que 24 heures de la vie d'une femme, en fait, nous explique pourquoi il ne faut pas juger facilement une femme. Et notamment une femme dont on peut penser qu'elle a des mœurs légères, oui, mais elle fait ce qu'elle veut, voilà. Et ça c'est génial, c'est génial parce que ça se passe au début du XXe siècle, au tout début du XXe siècle, donc autant vous dire que c'était pas une époque féministe. Et pourtant, le narrateur rencontre une femme qui lui raconte en fait une journée de sa vie où elle s'est laissée guider par ses instincts, voilà, tout simplement, qui ne sont pas forcément ce qu'on attend d'une femme à cette époque.
et le narrateur ne va pas la juger, bien au contraire, il va être très bienveillant et vous allez voir, voilà, c'est une histoire vraiment intéressante. C'est un petit livre, j'ai quand même quelques petits livres, mais voilà, comme quoi la taille ne fait pas tout, ça peut être très long et très addictif, et ça peut être très court et très complet. Ensuite, dans un tout autre style, on va revenir sur le thriller psychologique. Et cette fois, le bon thriller psychologique, où tout est bien expliqué à la fin. Il s'agit de La maison où je suis mort autrefois de Keigo Higashino. Alors bon, ça confirme mon amour pour la littérature japonaise, a fortiori quand il s'agit de polar et de thriller. Il y a toujours un côté très Hitchcockien dans les auteurs japonais. Et là, Keigo Higashino, voilà, nous emmène dans une histoire. Alors c'est marrant parce que ça m'a rappelé l'histoire de Sauf d'Hervé Commer, puisque c'est un homme qui va être renvoyé à son passé, enquêter en fait sur son passé. Sauf que là, voilà, tout ce que Hervé Commer a fait de mal, là c'est corrigé là-dedans, tout simplement. Enfin c'est corrigé, c'est sorti avant, mais je veux dire voilà. Là, tout est absolument bien fait. En plus, il y a un côté très très beau, très poétique. Voilà, c'est typiquement japonais. Hein, il faut bien le dire. Il y a une patte quand même à ce niveau-là. Et je suis contente d'avoir découvert cet auteur et j'en lirai d'autres de lui parce qu'on peut en lire d'autres, donc ça tombe bien. Ensuite, alors, on ne présente plus ce livre, mais oui, je l'ai découvert sur le tard. C'est dommage et en même temps, essentiel, mieux tard que jamais, hein, j'ai envie de dire. Il s'agit du Parfum de Patrick Suskind. Alors, c'est fou parce que le Parfum, j'avais commencé à le lire il y a quelques années et je sais pas pourquoi, mais j'avais eu du mal, non pas avec l'histoire, en fait, simplement que j'étais dans une mauvaise période, j'avais pas envie de lire, voilà, il y a des périodes comme ça où on n'arrive pas. Et donc je l'avais laissé de côté. Et puis là, je me suis dit, mais ils prennent parce que quand même, c'est un livre culte. Et je l'ai repris du début et je l'ai dévoré. Et franchement, je pense que c'est un des classiques les plus excellents. Enfin, déjà, c'est la base au niveau des serial killers. Et surtout, c'est tellement... ce qui est incroyable, c'est que quand je le lisais, j'avais l'impression de sentir les odeurs tellement c'était finement décrit. C'est vraiment impressionnant à ce niveau-là. Franchement, l'auteur est un génie et voilà, je le recommande à tous. Bien sûr, vraiment. Qui reste un classique de la littérature, tout simplement, et a fortiori de la littérature allemande. Pour finir avec mes tops de l'année, un autre thriller psychologique, oui, je sais, c'est des lectures que j'adore, et voilà, mais n'empêche que ça peut être dans mon top comme dans mon flop. Hein. Et là, en l'occurrence, c'est dans mon top, c'est Derrière la haine de Barbara Abel. J'avais déjà adoré, je sais pas, j'avais lu pour le Black November l'an dernier, et là, à nouveau, pour le Black November, j'ai lu un petit Barbara Abel, et j'ai bien kiffé. Ce que j'adore avec cette autrice, c'est qu'elle en fait pas des tonnes, c'est simple, l'intrigue est super simple, c'est fou. Franchement, elle a pas besoin de partir dans des trucs, waouh, des twists, machin, des histoires un peu rocambolesques. Non, c'est franchement une histoire simple, mais tout est bien, tout se goupille bien et on prend plaisir à lire. Et l'autrice sera présente au Quai du Polar, j'en lirai d'autres d'elle de toute façon, c'est certain. Ensuite, au niveau des flops, oh là 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 là. Alors là, j'en ai eu beaucoup. Franchement, j'en ai eu beaucoup, des flops. Je les ai pas tous mis, j'ai pas pu, mais parce que je voulais c'est une limite quand même, sinon la vidéo dure 2 heures. Donc j'ai mis le top du flop. Je commence avec Vongo Zero de Jana Wagner, qui est une autrice russe. Alors c'est tellement dommage parce que j'étais contente de lire une autrice russe, malheureusement ça a été une catastrophe de lecture. Et pourtant ça avait tout pour me plaire, on est dans du post-apo, suite à une épidémie, moi j'adore ça.
C'est horrible de dire ça, mais bon, j'adore ce genre de lecture. Une épidémie, une pandémie, hein, disons-le, une pandémie donc qui raye la moitié même les 3/4 de la population russe de la carte. Et l'héroïne, donc, va évidemment se retrouver dans une position de survie obligatoire avec son compagnon et son fils et leurs voisins, puisqu'ils vont faire une coalition, on va dire. Et en fait, voilà, le but c'est de quitter la ville où ils habitent et de partir rejoindre une maison qui appartient au conjoint et donc qui a priori représenterait une sécurité, mais pour ça il va falloir traverser la moitié de la Russie. Et ils vont partir également avec l'ex-compagne donc, du compagnon de l'héroïne, qui a un fils, oui c'est ça, une fille, je sais plus, ils ont eu ensemble parce que les voisins ont aussi un enfant, je sais plus qui est qui, mais peu importe. Le fait est que du coup, bah forcément c'est intéressant. Vous vous rendez compte, déjà les paysages de Russie, en plus avec ce côté post-apo. Voilà, moi je m'attendais à un récit, donc un récit survivaliste façon La Route. Et ben pas du tout, parce que en fait, il va s'agir simplement des pérégrinations des états d'âme, plutôt de l'héroïne, en fait, qui ne veut pas voyager avec l'ex de son compagnon parce que oh là là, voilà, des histoires de jalousie à 2 balles. Mais meuf, enfin, je veux dire, tu es en mode survie là. Tu dois échapper parce qu'il y a quand même des pillards. Il y a des gens pas très gentils, forcément. Dans tous les post-apo, c'est comme ça. C'est les humains les plus dangereux. Et elle, tout ce qui l'intéresse, c'est son histoire de couple. Parce que ça va vraiment être ça pendant tout le livre. Et surtout, ben oui, ça va vraiment être ça parce qu'il se passe rien au niveau de la survie. Il y a un moment où ils croisent des types, voilà, enfin, mais il se passe rien du tout. On s'emmerde, mais c'est d'un ennui, mais mortel, voilà, donc non, 0 pour moi. Ensuite, alors, j'ai mis le tome 3 d'une saga, en fait, que j'avais commandé. Alors, c'est du young adulte, même pas, c'est même du jeunesse, en fait. Cela dit, j'avais pas mal aimé le tome 1, je trouvais ça assez rigolo, bon voilà, c'était sympathique. Mais plus ça va dans les tomes, et plus c'est la cata, il s'agit de l'école du bien et du mal. Et là, le tome 3, voilà, franchement, c'est des gros clichés, c'est ridicule, c'est... Voilà, le pire c'est que je me souviens même pas de l'histoire, tellement ça m'a saoulé en fait. Et en plus, le pire c'est qu'il fait 700 pages, c'était insupportable. J'ai souffert, et comme j'aime pas abandonner les livres, bah voilà, je l'ai lu en entier, mais j'ai bien souffert. J'ai lu ensuite Les Supplices de la Passion de Marc Bourreau. Alors, comment dire, c'est un thriller, j'avoue, j'ai quand même beaucoup aimé la fin, c'était la fin que j'attendais. J'espérais qu'il y aurait cette fin pour me consoler du reste, on va dire. Au moins, il y aura eu ça. Mais voilà. Non, franchement, alors c'est trash, bon, ça c'est pas gênant, mais bon, c'est trash un peu gratuitement, on va dire. Et puis, bon, moi, ce qui m'a vraiment gêné, c'est l'héroïne qui se fait draguer par tout le monde. Et c'est pas l'héroïne en fait que j'aime, que l'héroïne elle est cool, mais c'est les hommes dans ce livre. Mais ça donne une image des hommes mais déplorable. Ils sont tous en chien. Ils sont tous, ils ont tous envie de baiser dans ce livre. C'est hallucinant et sans arrêt, c'est que des allusions. Mais dans le cadre du travail, elle se fait draguer à mort par son chef. Elle se fait draguer à mort par ses collègues. Elle se fait draguer à mort par le médecin légiste, elle se fait draguer à mort par un journaliste, enfin en fait par tous les hommes qu'elle croise, que ce soit donc dans le cadre du boulot ou ailleurs, ça passe son temps à draguer, mais de façon en plus lourdingue, il n'y a aucune subtilité, et le pire du pire, c'est que dans certains des cas, eh ben ça lui plaît à la nana, et même elle va coucher, en plus des fois c'est des gros dégueulasses, et, ben, tu comprends pas.
Du coup, ça m'a saoulée. Je me dis, mais c'est bon, on s'en fout qu'elle se fasse draguer. Non, c'est bon, on a compris qu'elle était bonasse, c'est bon. Enfin, voilà, en plus, bon, c'est très très bien écrit. Il y a des points d'exclamation partout, c'est un peu surjoué. Voilà. Voilà, la fin est bien. Franchement, la fin est bien parce que, oui, parce que c'est ce que j'espérais, parce que ça explique certaines choses qui m'ont déplu dans le bouquin et qui finalement, donc voilà, ça rattrape le truc. Mais ça suffit pas. Franchement, ça suffit pas. Je suis désolée, mais malheureusement, ça l'a pas fait du tout. Ensuite, j'ai lu alors un livre qui aurait non mais j'avais beaucoup aimé le film et là j'ai lu donc l'intégrale. Il s'agit de H2G2 de Douglas Adams, donc le manuel de le guide du voyageur intergalactique. Le film est tiré du premier tome. Là, il y en a 5. Oui, c'est ça, il y en a 5. C'est l'intégrale de la trilogie, 5 volumes. Mais après, l'humour, bon bah ça tourne en rond, c'est toujours la même chose. On a compris que voilà, c'était de l'humour absurde, etc. C'est toujours les mêmes gags. Il y a et surtout, il y a zéro histoire. Mais ne cherchez pas un fil conducteur. Non, ça part dans tous les sens. C'est plus du burlesque qu'autre chose en fait. Et moi, j'espérais quand même que voilà, on en apprendrait plus sur les héros et tout ça, mais non, ça n'a pas de sens. C'est des gags, voilà, c'est une succession de gags. Et ben, au bout d'un moment, c'est bon. Donc, je vous conseille le premier tome, voilà. Mais c'est tout. Après, ça sert à rien. Et ça sert à rien de lire la suite. C'est ça le pire, c'est que ça sert à rien. Vous n'aurez pas de suite en fait à proprement parler. Donc voilà, vous pouvez vous en tenir au premier tome. C'est tout. Ensuite, alors bon, ben voilà, hein, je vais pas revenir 15 fois dessus, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, et en plus, vous allez en entendre parler encore dans ma vidéo, le livret politique. Il s'agit de Je me suis tue de Mathieu Ménégo. Ça n'a pas été une mauvaise lecture, à part, bien sûr, la révélation du message hein, de l'auteur. Je le mets dans mon flop à cause de ça, parce que pour moi, c'est un très mauvais message à faire passer aux victimes de viol. En gros, bah, tout simplement, ça dit qu'elles doivent fermer leur gueule parce que sinon, il va leur arriver que des merdes. Et c'est exactement ce qui arrive à l'héroïne. Parce que, et c'est pas parce qu'elle a subi un viol, c'est parce qu'elle s'est tue. Voilà, comme l'indique le titre. Donc ça, pour moi, c'est non. Tout simplement. Ça peut être une histoire super. Si le message est pourri, pour moi, c'est pourri. Je suis désolée, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est un thriller. Si vous voulez, c'est un bon thriller, on va dire, au niveau... Et encore. Bon, voilà, on va dire que ça, y a du suspense. Mais c'est pas un livre sur le viol. Voilà, ça s'arrête là. Point barre. Ensuite, alors une fois n'est pas coutume, oui, voilà, ce sera vraiment la première et j'espère la dernière fois que j'aurai cette autrice dans mon flop parce que c'est mon autrice préférée, mais il fallait bien qu'il y ait un livre que j'aime pas d'elle. Hein. C'est Péplum d'Amélie Nothomb. Je me suis ennuyée vraiment. Je pense que c'est un exercice qu'elle a fait. Voilà, elle a voulu faire une espèce de dystopie et il y a tout un exercice littéraire dedans. Philosophique, voilà, c'est très philosophique, mais moi ça a pas pris chez moi, je me suis vraiment ennuyée, je trouve que c'est de la masturbation intellectuelle, disons-le, et ça me fait mal de le dire d'Amélie Nothomb parce que justement, je trouve que ces livres ne sont pas élitistes, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, mais je pense que c'est des gens qui n'ont pas lu Amélie Nothomb ou qui ont peut-être lu un livre qui leur a pas plu. Mais c'est à la portée de tout le monde et là c'est pas que c'est pas à la portée de tout le monde, ça se dit facilement, c'est juste que ben ouais là pour le coup c'est un peu élitiste et c'est un peu c'est parler pour ne rien dire, voilà, ça m'a rien apporté, c'est dommage mais bon il fallait bien que ça arrive un jour. Ensuite, alors je vous en ai touché un mot tout à l'heure. C'est un auteur dont j'ai beaucoup aimé les premiers livres, les 3 premiers livres en tout cas de sa saga Marcel Servat,
Servaz en tout cas. Et le quatrième, non. Alors déjà, son quatrième livre qui n'est pas Servaz, j'avais pas trop aimé, qui est une putain d'histoire. Mais là, la suite de Servaz, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. C'est Nuit de Bernard Minier. Comment dire, c'était long, c'était ennuyeux. J'ai pas trouvé que ça apportait beaucoup à l'histoire de Servaz. En plus, il y a pas mal de trucs gros dedans. Et pour vous dire, franchement, mais tellement c'est une mauvaise lecture, je n'en garde quasiment aucun souvenir. J'ai occulté ce livre de ma mémoire. Je sais même plus vraiment de quoi ça parle au final, parce que ça m'a ennuyé. Voilà. Il paraît que Sœur est très bien, je le lirai évidemment, mais c'est vrai que ouais, du coup c'est dommage parce que j'aime beaucoup, voilà. Alors, je suis pas fan du personnage de Servaz, mais j'ai adoré Glacé, j'ai beaucoup aimé Le Cercle, j'ai vraiment surkiffé N'éteins pas la lumière. Et bon, c'est une fois n'est pas coutume, comme j'ai dit précédemment, hein, ça arrive. Et puis, alors pareil, c'est lié à un livre qui est dans mon top. Là, il s'agit d'une parodie, c'est Orgueil et préjugés et zombies de Seth Graham et Jane Austen, puisque des passages de Jane Austen sont repris dans le livre, mais alors c'est vraiment pas lui faire honneur. Franchement, c'est tellement dommage, c'est dommage parce que c'est gâché alors que c'était prometteur. De mettre des zombies au milieu d'Orgueil et préjugés, je trouve ça génial. Et malheureusement, c'est juste mal fait parce que c'était pas assez subtil. On peut faire, je pense qu'on peut faire de l'humour très gros comme ça avec des zombies quand même, c'est pas rien, très gaguesque, mais en étant subtil, c'est-à-dire en n'étant pas dans la surenchère, parce que bon là, je suis désolée, mais l'héroïne qui va se battre en mode ninja, kung fu, je sais pas quoi, ça a bien 2 minutes, mais c'est hyper lourd en fait, et finalement tout ce qui a été rajouté à l'histoire originale de Jane Austen, c'est juste des combats entre les zombies. Et c'est dommage parce que du coup c'est pas vraiment intégré dans l'histoire, et je pense que ça aurait été possible. Je trouve que c'est raté. Voilà, c'est un raté, tout simplement. Encore un auteur dont je vous ai parlé précédemment, mais là, c'est toujours dans mon flop, c'est Complètement cramé de Gilles Le Gardinier. Bon, alors c'est, voilà, j'en avais lu 2 autres que j'avais beaucoup aimés, Demain j'arrête et Ça peut pas rater, et les deux, ils m'ont fait beaucoup rire, et celui-là, pas du tout. C'est pas le même type d'humour. Bon, je vais pas revenir dessus, mais puis surtout, c'est plein de bons sentiments, mais mièvre, en fait, voilà, c'est en franchement, c'est très consensuel, quoi. Bon, qu'est-ce que ça nous apprend? Oui, l'amitié c'est bien, l'amour c'est bien. Quoi. Voilà, donc un auteur que j'ai découvert, alors c'est pas du tout connu même, et le synopsis était très prometteur, c'est dommage, malheureusement ça c'est Legend Institute de Eric Tallard. D'ailleurs c'est bizarre ce titre, c'est plus anglais quoi, c'est pas Legend Institute, c'est Legend en anglais et Institut en français. Bref, déjà là c'est un peu foiré. Oui, alors le synopsis, c'est des gens qui sont engagés, donc un homme et une femme qui sont engagés par un bureau, un institut du coup, chargé de protéger les légendes. En fait, on découvre que les légendes existent vraiment, mais que on les protège en fait du commun des mortels. En fait, les gens ne doivent pas découvrir que ça existe. Du coup, franchement, ça donnait envie, quoi. Et alors voilà, c'est un peu comme Orgueil et préjugés zombies, hein, c'est-à-dire que c'est hyper. On a l'impression de voir un blockbuster américain de Michael Bay en fait. C'est-à-dire que ça explose dans tous les sens. Alors il y a un côté Indiana Jones parce que c'est un roman d'aventure,
Mais bon, la meuf, elle sait tout faire, la meuf, évidemment, qui est bonasse, et que, pareil, tout le monde va tomber amoureux d'elle, et va draguer lourdement, et qui sait parfaitement se battre, tout ça, machin, voilà. Le mec qui lui est un scientifique, enfin bon, bref, c'est des clichés. C'est des combats contre les méchants, quoi, et ça s'arrête là. En plus, enfin, il y a vraiment aucune profondeur dans l'histoire, quoi. C'est marrant parce que c'est à la fois je me suis fait chier, et à la fois quand j'ai eu terminé de le lire, je me suis dit mais il s'est rien passé en fait. Enfin, je veux dire, ça s'est lu super vite, mais dans le mauvais sens du terme en fait, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'histoire vraiment. Voilà, donc bon, en plus j'ai le tome 2, mais je le lirai pas, désolé. À oublier du coup. Ensuite, alors j'en ai fait une critique assez complète dessus par écrit. Je vous invite à aller la lire, hein, vous la trouverez sur mon Instagram ou sur mon Facebook, c'est en public. Mais parce que j'ai tellement pas aimé, mais j'ai trouvé ça tellement cliché, enfin voilà, et je comprends pas pourquoi les gens sont fans de ça, je comprends pas. Je veux bien qu'une ado de 12 ans soit fan de ça, mais pas des adultes. Bref, franchement, je suis désolée pour l'autrice, mais ouais, je suis peut-être pas le public, mais pour moi, ouais, c'est une histoire pour pré-ado. Il s'agit des Étoiles de Noce Ed, le tome 1 donc, de Sophie Jomain. C'est simple, hein, c'est un Twilight, mais version loup-garou. Et quand je dis c'est un Twilight version loup-garou, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est exactement la même histoire. Voilà, elle va rencontrer, donc l'héroïne va rencontrer un garçon très mystérieux, ouais, il cache des trucs, qu'est-ce qui se passe, et voilà, très un peu taciturne, et puis finalement elle va découvrir que c'est un loup-garou, et ce qui doit s'en suivre, s'en suivre. Mais c'est très mièvre, hein, ils mettent 15 000 ans juste pour échanger un bisou. Voilà, c'est comme dans Twilight, hein, tout simplement. Et puis c'est très cliché aussi, hein. Voilà, l'héroïne est un peu cruche, le mec est très beau, très mystérieux. Ouais, je vous invite à lire ma critique écrite, ça sera mieux, je pense, parce que là, le temps s'est écoulé depuis. Mais je vois pas je vois pas trop l'intérêt parce que c'est vu et revu. Voilà, bon si vous aimez les loups-garous c'est bien, mais bon c'est bon, on a assez vu de vampires et de loups-garous maintenant. Je l'ai lu en fait dans le cadre d'un challenge parce que tout le monde, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de personnes avaient choisi celui qui correspondait à certaines catégories. Mais je suis pas sûre que je verrai la suite. Même si on m'a dit que c'était mieux ensuite, je sais pas. Je pense pas franchement que je verrai la suite. Ce qui reste. Alors, une déception pour la suite. Grosse déception parce que j'avais adoré le premier livre de cette autrice. Et je m'attendais vraiment à quelque chose de génial, et non, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. C'est Réflexe de Maud Mayeras. Alors, je le mets dans mon flop, même si je pense qu'il y a des lectures pires que ça que je n'ai pas mises. Mais je l'ai mis, pourquoi? Parce que pour la déception, et aussi parce que pour la fin. Parce que, encore une fois, c'est une fin pas vue et revue, si quand même un peu vue et revue, mais surtout c'est une fin facile, quoi, et puis surtout c'est gros. C'est un peu ridicule. C'est trop rocambolesque. Pour moi, c'est trop tiré par les cheveux. En plus, je trouve... Alors, j'aime beaucoup cette autrice. Hein, j'avais adoré son premier hématome. Mais là...
c'est bizarre en fait, elle a une façon de décrire les relations amoureuses, pas amoureuses, non, justement, c'est ça le problème, les relations entre parents et enfants, qui ressemblent en fait à une relation amoureuse. Du coup, on a l'impression de lire quelque chose d'incestueux et ça met super mal à l'aise. Voilà, elle a une proportion comme ça à faire ça, moi ça me gêne. Et puis c'est pas bien expliqué en fait, je trouve, voilà, moi je suis un peu restée sur ma faim. Je suis désolée, mais je comprends pas, il y a des gens que je connais qui ont aimé, alors que je sais qu'ils ont à peu près les mêmes goûts que moi, ou qu'elles ont en l'occurrence à peu près les mêmes goûts que moi, et qu'elles auraient pas laissé passer ça, et pourtant là ça passe. Mais non quoi, moi ça passe pas pour moi, je suis désolée, c'est ridicule. Et on a beau me dire c'est fait exprès, ben c'est fait exprès de quoi? C'est pas censé être un livre comique, enfin je sais pas. Un peu de sérieux quoi, c'est un thriller quand même. Enfin bon, bref, passons, mais voilà. Et enfin, le titre est tout trouvé, puisque ça va être le dernier des 13 romans que j'ai mis dans mon flop. Il s'agit donc du dernier des 13 de Mercedes de Ambrosis. Mais quelle catastrophe, je pense. Non. Ça n'a pas été ma pire lecture de l'année, ça a été ma deuxième pire lecture de l'année. La pire étant J'ai encore menti de Gilles Garnier. Mais je l'ai lu avant. Donc, du coup, c'est resté pendant quelque peu, un mois, même pas. Oui, pendant un mois, c'est resté ma pire lecture de l'année. Je ne connaissais pas du tout cette autrice, je ne connaissais pas du tout le livre. Je l'ai découvert chez un bookiste, j'ai lu le synopsis, waouh, ça m'a plu de suite. Un côté ça, encore une fois, de Stephen King, et dans le synopsis, hein, je parle. Et oui, un côté manga japonais, enfin seinen, je veux dire, avec des histoires de gens qui se font tuer en fait les uns après les autres, et puis une enquête là-dessus, et de manipulation et de stratégie pour savoir qui va être le prochain et machin. Enfin voilà, il y a un côté comme ça. Du coup voilà, ça avait tout pour me plaire, et malheureusement c'est la forme qui ne m'a pas plu, puisque c'est pour le coup totalement burlesque, grand guignolesque, c'est de l'humour qui ne me touche pas, mais surtout je m'attendais pas à ça dans un thriller. Oui, il y a des thrillers humoristiques et il y en a des très bons, mais là ça me collait pas du tout en fait à l'histoire. Et puis voilà, l'enquêteur qui fait n'importe quoi. Il y a rien qui tient la route dans cette histoire, il y a aucune enquête, c'est ça le pire, c'est qu'en fait il y a aucune enquête. Et la fin, j'ai même pas tout compris. Franchement, parce que c'est pas très explicite la fin, finalement on sait pas vraiment qui est le coupable, enfin mais en même temps il y a quelque chose qui dit que bah non c'est pas lui, enfin c'est très bizarre. Et ben voilà, finalement, j'ai même pas eu la satisfaction de savoir qui était le coupable, bordel, il y a rien qui va dans ce livre, c'est quand même fabuleux, quoi, c'est... Merde. Franchement, voilà, je comprends pas comment on peut écrire un truc aussi désastreux, alors, avec un synopsis aussi génial, c'est tellement dommage. C'est fait, heureusement qu'il était court, parce que... Et voilà, j'ai terminé, ça a été long, je sais, mais j'avais envie de vous faire un bilan complet. Et pourtant, je suis pas entrée dans... Voilà, j'ai pas développé, hein, je suis désolée, je ne n'ai pas dit à chaque fois les synopsis, je vous invite à googler, n'hésitez pas si un livre vous a intéressé, évidemment, mais si j'étais entrée dans les détails, la vidéo aurait duré 2 heures, vous en doutez, il fallait que je passe vite. Bon, ça a été quand même une année assez riche, hein, au niveau des lectures. J'ai battu mon record, mais c'est pas un record à battre, c'est juste que voilà, j'en ai plus que l'an dernier, parce que simplement voilà, je suis dans une super période de lecture, je suis assez contente, j'adore ça, et je suis ravie de découvrir à chaque fois, et même quelque part je suis ravie aussi de mes mauvaises lectures, parce que ben voilà, ça
ça apprend quelque chose, ça permet aussi de faire des vidéos parfois drôles aussi sur la question, des critiques en tout cas parfois drôles sur la question. Et ben oui, ça permet de faire des découvertes et de savoir, ben, voilà. Il y a des auteurs comme ça qui vont disparaître de ma palle, suivez mon regard, mais c'est comme ça, voilà, c'est le principe. Je vais pas vous quitter de suite, je voudrais vous dire un petit mot. Je vais lancer un nouveau challenge. J'avais fait un challenge pour la rentrée littéraire. Alors là, ça va être un peu différent et je pense que ça va toucher plus de monde. Le problème du challenge de la rentrée littéraire, c'est que faut pouvoir se les procurer, les livres de la rentrée littéraire évidemment. Là, ce qui est bien, c'est que ça va toucher tout le monde parce que le principe, c'est de baisser sa palle, tout simplement. J'en ai marre, en fait, des challenges où il y a des lectures communes, des catégories du genre lire un livre de tel auteur qu'on n'a évidemment pas dans sa palle. Moi, j'ai envie de faire des challenges pour vraiment... Je dis, j'ai 500 livres dans ma palle, plus de 500 livres dans ma palle, dans ma pile à lire, hein, pour les profanes. J'en ai marre d'en rajouter à chaque fois, je voudrais pouvoir baisser tout ça, et donc j'ai eu l'idée de ce challenge. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant parce que je vais faire une vidéo dessus. Sachez juste que ça va être un fil rouge sur toute l'année. Ça sera environ, ça sera une semaine par mois, où d'un coup, voilà, c'est la semaine pour baisser sa palle, hop, il y aura des petits thèmes un peu pour vous aider à choisir vos livres. Mais voilà, le but, ça sera vraiment zéro achat, zéro emprunt, on ne lit que des livres de sa palle et on les dégomme. Voilà, tout simplement. Donc je vous invite du coup à regarder la future vidéo qui va suivre assez rapidement, hein, puisque je voudrais commencer rapidement ce challenge, et je ferai un groupe Facebook également pour l'occasion. En attendant, eh bien, écoutez, je vous souhaite d'excellentes lectures pour cette année 2019 et qu'elles vous réussissent. Voilà, tout ce qu'on peut souhaiter hein, dans ces cas-là, on va pas faire du cliché. Mais en tout cas, je suis ravie. J'espère en tout cas que vous continuerez à me suivre, que vous abonnerez. Et puis, en attendant, je vous dis à bientôt donc pour la vidéo du challenge. Miao.